Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 12e émission, donc Justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats. Donc Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Donc bonsoir David. Juste avant de commencer, donc vous l'avez vu dans la petite intro, on vous rappelle toujours à chaque fois, si vous voulez nous aider à diffuser un petit peu cette émission, pensez à liker, à partager, vous abonner aux pages Facebook du collectif Libertad, de la page Facebook David Guyon, avocat, aux deux chaînes YouTube également, donc David Guyon, avocat et le collectif Libertad. On diffuse également sur différents canaux Twitter, on diffuse là actuellement sur 8 canaux au total. Je vous rappelle que nous voyons également l'ensemble de vos commentaires qui proviennent des deux pages Facebook et des deux chaînes YouTube qui arrivent directement donc en simultané, nous, sur notre plateforme de streaming, ce qui nous permet de voir vos questions, vos commentaires et de pouvoir justement tenter d'y répondre au maximum. Donc, bonsoir David. Ce soir, sujet d'importance puisque tu vas nous aborder en fait les leviers juridiques potentiels par rapport à cette crise énergétique et justement la hausse fulgurante des coûts de l'électricité pour nombre d'entreprises. Bonsoir David. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Alors, juste une petite parenthèse avant qu'on commence cette émission. Donc, sachez que la cagnotte Tipeee pour l'association ADLF, Association de défense des libertés fondamentales, afin de nous permettre de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour les soignants suspendus, est toujours ouverte et que vous pouvez toujours la diffuser, la partager et tiper, c'est-à-dire participer à l'augmentation de cette cagnotte. Vous avez déjà été un peu plus de 180 à participer et on a déjà réuni un peu plus de 6200 € là, ce matin lorsque je regardais les comptes. Cette semaine, bien entendu, je vous en tiendrai informé. On fera un live spécial sur cette question. Plein de nouveautés, plein de choses qui se sont déroulées. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Je vous ai mis le lien de cette cagnotte dans le commentaire. Et je crois d'ailleurs, Pierrick, que tu as synchronisé la cagnotte avec l'émission. Il me semble, c'est ce que tu m'avais dit ce midi. Avec la cagnotte, non, j'ai pas remis le commentaire, pardon. Je n'ai pas remis le lien vers le. Je vais vous la mettre en commentaire direct. Voilà. N'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir pour les soignants suspendus et pour l'avancée des combats juridiques que nous menons sur le sujet. Donc, sachez qu'on compte énormément sur vous. Donc, merci à tous déjà pour la confiance accordée. Et nous, on vous tient bien entendu informé de l'avancée de cette cagnotte et des recours qui sont en cours de préparation. Je referme la parenthèse. Merci donc pour cette introduction. Pierrick, tu as très bien abordé le sujet de ce soir. Le sujet, c'est la crise énergétique et c'est notamment les faillites en série qui risquent de guetter toutes les entreprises TPE, PME, et ce, en raison de l'augmentation inconsidérable du prix de l'énergie. Donc, j'ai vu avec toi un certain nombre d'articles juridiques, d'articles de presse sur lesquels, en effet, les TPE, PME se retrouvaient dans la contrainte de fermer et de cesser leur activité. Et on a vu également la détresse de ces boulangers, restaurateurs, qui, notamment sur l'émission de Cyril Hanouna TPMP, se sont plaints en faisant part de leur désarroi et, à juste titre, on le comprend aisément, de leur détresse face à ce coût de l'énergie qui ne correspond plus aujourd'hui à la réalité. En fait, c'est de la spéculation financière. On a une augmentation par 10, par 15, par 20 des coûts finalement de l'électricité sans que cela finalement n'entraîne une modification des services accordés et sans que cela soit véritablement expliqué par une augmentation véritable du coût de production de cette électricité. Donc c'était déjà un petit peu le rappel de cette situation. Que dire de plus en petite introduction? Bien, en fait que tout cela résulte en réalité de la libéralisation du marché de l'énergie. François Ruffin, député de son État LFI, en a fait une très belle démonstration il n'y a pas très longtemps dans l'émission Quotidien, dans laquelle il a fait, avec un schéma très simple, le lien qui existait entre initialement EDF et le consommateur, et aujourd'hui le lien qui existe entre EDF, tous les exploitants de l'énergie sur le marché de l'énergie et les consommateurs. Et on s'aperçoit que c'est une complexification et surtout que cela, contrairement à ce qui avait été initialement imaginé, n'a pas entraîné une diminution du coût de l'énergie.
Alors, on va revenir un peu là-dessus. La libéralisation, ça commence en 2007 et c'est sur l'initiative de l'Union européenne. L'Union européenne qui, encore une fois, part sur de bonnes intentions, considère idéologiquement que la libéralisation de tous les secteurs d'activité économique est une bonne chose parce que cette libéralisation va impliquer de l'innovation, elle va impliquer également une diminution du coût et c'est la raison pour laquelle cette libéralisation elle est mise en avant très largement dans tous les domaines des activités économiques. Alors la question véritable, elle est de savoir si tout doit faire l'objet d'un marché, et notamment en ce qui concerne l'énergie. Compte tenu finalement de son enjeu stratégique et de cette presque du pouvoir régalien qu'elle donne aujourd'hui à l'État, parce que sans énergie, l'État n'existe plus, eh bien on peut se demander si cette libéralisation était véritablement une bonne idée. Alors, l'Union européenne, encore une fois, avait pour double objectif, grâce à cette libéralisation, d'une part, permettre aux consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs. Ça permettait de négocier les contrats et donc d'imaginer une baisse du coût de l'énergie. Également, ça permettait pour les producteurs d'entreprendre et de s'établir librement. Donc, encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On le voit encore une fois ici. L'objectif de ce marché unique, et vous verrez que c'est là toute l'arnaque finalement de ce marché unique, c'était d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. Donc à l'heure où on est en train de parler des coupures d'électricité et des mesures de délestage, bon, la mesure fait doucement sourire. La deuxième chose, c'était de protéger l'environnement, parce qu'il y a toujours derrière ces mesures-là l'idée d'un développement durable, une meilleure rationalisation de l'énergie et d'une diminution de l'impact énergétique sur l'environnement. Il y avait notamment cette règle du 20-20-20, c'est-à-dire 20% d'énergie renouvelable, 20% d'énergie fossile, 20% d'énergie autre, etc. Donc, on voit que ici, il y avait vraiment une intention au début qui est légitime et qui, on comprend, c'est effectivement très encourageant. Si on vous dit vous allez payer moins d'énergie pour un service identique partout dans l'Union européenne et en plus avec une préservation de l'environnement, bon, on a envie de signer, bien sûr. Personne ne peut être contre toutes ces mesures et ces bonnes nouvelles. En revanche, on voit bien que les promesses n'ont pas été tenues et aujourd'hui, eh bien, nos TPE, PME, restaurateurs, boulangers et autres qui sont de grands consommateurs d'énergie, eh bien, se retrouvent lourdement finalement pénalisés par ce marché libre de l'énergie, un marché en totale détente qui finalement ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'on attendait concrètement. Donc, c'était effectivement la première mesure, le premier constat qu'on pouvait faire. Est-ce qu'à ce stade, avant que j'annonce un petit peu le déroulé de notre émission, Pierrick, tu as des questions ou autres que tu veux qu'on émane? Non, il y avait une petite question, mais j'ai répondu en direct. Bill qui nous demandait si les 6 200 € sur la cagnotte Tipeee incluaient les 6 000 donnés par Divisio et leur association. On est bien d'accord, c'est 6 200 en plus. Non, effectivement, la cagnotte, ce n'est que la cagnotte. C'est uniquement ceux qui ont donné sur la cagnotte. Bien entendu, il y a, d'ailleurs, je le précise dans la description de la vidéo, enfin de la cagnotte, il y a 6 000 € qui ont été donnés par Maître Divisio, son association et son cabinet à côté de la cagnotte. Raison pour laquelle, initialement, nous avons fixé un objectif à 2 000 € qui correspondait en effet au delta qu'il restait encore à recouvrer avant que l'association Bon Sens finalement nous indique qu'elle allait également faire un don. Donc encore une fois, merci à ces trois personnes, Maître Divisio, son association et l'association Bon Sens. C'est un don qui est conséquent. Donc aujourd'hui, on a largement dépassé ce qui avait été initialement attendu. Mais encore une fois, la cagnotte de base n'avait pour vocation que de financer le strict minimum, c'est-à-dire au moins 3-4 recours devant la Cour européenne de droits de l'homme. Donc si on a plus, on va pouvoir faire davantage de choses pour les soignants suspendus. Voilà pour la petite question. Merci en tout cas à toutes et tous pour information. Pour ceux qui demandaient, il y en a qui avaient reposé la question. Donc on vous a mis le lien de la cagnotte encore en commentaire sur les 2 pages Facebook, les 2 chaînes YouTube pour ceux qui la demandaient. Donc regardez un tout petit peu plus haut, vous avez le lien qui vous a été remis. Je t'en prie. Okay.
Super. Bon, on continue donc sur notre question de la crise énergétique. Aujourd'hui, la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est comment faire pour éviter la faillite face, d'une part, aux coupures d'électricité, d'autre part, à l'augmentation inconsidérable du prix de l'énergie. C'est une question très concrète. Comment faire donc pour échapper à cette cascade de faillite qui pourrait tomber en raison du coût de l'énergie? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir. Alors, j'ai deux pistes de réflexion. La première, c'est ce qu'on appelle le droit des contrats, c'est-à-dire finalement quels sont les arguments juridiques que l'on pourrait invoquer pour tenter de revenir à un prix d'énergie qui soit plus mesuré. La deuxième, c'est la question de la responsabilité de l'État. Voilà, on verra dans un deuxième temps. Alors, première chose qu'on peut dire, il existe des solutions juridiques. Voilà. Donc les TPE, les PME qui ne peuvent pas régler leur facture d'énergie, il existe des solutions. Voilà. Non, après, vous en faites ce que vous voulez, mais il existe des solutions. J'ai encore vu qu'un boulanger avait complètement arrêté son activité. Bon, il avait la chance qu'il pouvait partir à la retraite, c'est ce qu'il a fait, mais on n'est pas tous dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque, effectivement, le bateau coule? Est-ce qu'on laisse couler le bateau ou est-ce qu'on trouve des solutions? Voilà. On essaie de mettre des rustines, on essaie de mettre en place des mesures, etc., etc. Donc, il existe des choses. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'objectif de l'émission, c'est de montrer quels sont les arguments qui peuvent être invoqués et qui peuvent être utilisés. Il n'y a pas de solution magique. Et encore une fois, tout va toujours dépendre d'une appréciation in concreto. Ça veut dire que chacun va avoir une solution qui sera peut-être différente d'une personne à une autre. Donc moi, je donne simplement des arguments juridiques qui sont, on va dire, pris de manière abstraite, sans tenir compte de vos spécificités à chacun. Et bien entendu, ça demande une analyse personnelle. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des solutions et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va rappeler ce qu'est le droit des contrats. Donc, le droit des contrats, c'est justement toutes les obligations qui vont lier des particuliers, en tout cas des personnes physiques ou des personnes morales, qui sont des sociétés, à d'autres personnes, telles que par exemple les fournisseurs d'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit des contrats. Donc, on voit que quand vous achetez une baguette de pain, c'est un contrat. Quand vous souscrivez un contrat d'énergie, c'est un contrat. Et tout ça est soumis aux mêmes règles, même si ça peut paraître effectivement assez drôle compte tenu des objets de ces contrats qui sont totalement différents, mais en fait, elles sont toutes soumises à des règles identiques. Ce droit des contrats, le principe, c'est qu'il y a deux grandes notions à comprendre. D'une part, la force obligatoire des contrats, d'autre part, la bonne foi contractuelle. Vous êtes obligé d'exécuter un contrat, vous êtes tenu, vous avez souscrit un contrat d'énergie, le fournisseur s'est engagé à vous fournir de l'énergie et vous êtes engagé à payer le prix auquel vous été fourni cette énergie. Ça, c'est le contrat de base. Le boulanger vous donne une baguette et vous vous engagez à payer le prix de cette baguette. Voilà les obligations et l'objet du contrat. C'est la force obligatoire, vous ne pouvez pas y échapper. La deuxième chose, c'est que vous devez exécuter votre prestation avec bonne foi. Bonne foi signifie quoi? Ça veut dire que vous négociez de bonne foi, sans vouloir tromper l'autre. Vous exécutez votre contrat de bonne foi, donc sans vouloir, encore une fois, échapper à vos obligations ou effectivement pénaliser l'autre, et vous rompez vos contrats de manière de bonne foi, c'est-à-dire toujours en respectant l'équilibre économique et les droits de votre co-contractant. Voilà un petit peu la bonne foi contractuelle, c'est vraiment l'idée selon laquelle on ne va pas chercher à léser la partie adverse. Ça, c'est important. Ces deux principes vont un petit peu expliquer les solutions que je vais proposer durant l'émission. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que donc vous devez exécuter le contrat, vous ne pouvez pas donc modifier en raison des circonstances économiques, le contenu de votre contrat. Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas. Il existe bien entendu des exceptions à ce principe. La première chose, c'est la volonté commune. Vous contactez votre fournisseur d'énergie et puis vous lui dites, voilà, concrètement aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Si je vous règle le prix de l'énergie et la dernière facture, en fait, le contrat s'arrête. Voilà. Donc ça, il faut prendre contact avec lui. Le fournisseur d'énergie peut décider effectivement de revoir à la baisse, de rediscuter du prix de l'énergie et appliquer d'autres conditions. Parce que c'est la volonté commune des parties et que ce que les parties ont librement convenu, les parties peuvent librement le modifier. Donc, c'est la première solution à mettre en place. Courrier recommandé, vous vous adressez à votre fournisseur et vous tentez d'obtenir une ristourne. Rappelez-vous une chose, 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Voilà, vous apprécierez. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, vous avez la possibilité de faire jouer une clause contractuelle de révision du contrat. Dans ce cas-là, effectivement, le contrat convient contractuellement qu'il y a une clause qui va s'appliquer et qui va réviser donc modifier en fait une des conditions du contrat. Donc jusque-là, pas de souci là-dessus. La modification de l'équilibre du contrat en raison d'une clause, il suffit de suivre l'application de cette clause. Par exemple, les parties peuvent avoir convenu que en cas d'augmentation du prix, eh bien, ils s'engageaient à renégocier ce prix. Ça peut être le cas, par exemple, s'il y a une augmentation considérable du coût de production de l'énergie. Eh bien, en ce cas-là, cela peut entraîner une modification du prix et les parties peuvent, dans le contrat, avoir décidé qu'ils s'engageaient à mettre en place une procédure de révision de ce prix ou certaines obligations du contrat. Donc là, encore une fois, il faut analyser votre contrat. Il n'y a pas de solution qui peut être complètement abstraite. Il faut absolument que vous penchiez sur cette question. La troisième possibilité, c'est la révision judiciaire. Là, c'est l'hypothèse selon laquelle vous avez sollicité la partie adverse refuse, donc le contractant refuse de modifier le prix de l'énergie. Donc le fournisseur d'énergie s'engage à ne rien modifier et vous vous retrouvez avec une facture que vous ne pouvez pas aujourd'hui régler. Donc la révision judiciaire, encore une fois, donc c'est possible depuis 2016. Il faut bien entendu faire jouer ce qu'on appelle les dispositions de l'article 1195 du Code civil. Alors, si tu as la possibilité de nous l'afficher, Pierrick, ça peut être sympa. Je te le mets. Donc, alors, je vais le mettre à l'écran et comme d'habitude, je vous le mets en commentaire. Donc, les commentaires depuis la plateforme vous arrivent sur les 2 pages Facebook, les 2 chaînes YouTube, je vous le rappelle. Je te le mets ici. Si tu veux effectivement regarder, ça peut être sympa. Donc, cet article vous dit quoi? Il vous dit qu'il est possible d'engager une révision judiciaire lorsque l'économie du contrat a été bouleversée. Alors, c'est quoi l'économie du contrat? C'est les conditions dans lesquelles le contrat s'est exécuté, a été conclu. Si vous avez un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Donc, il vous faut un bouleversement de l'économie du contrat et un changement de circonstances qui soit imprévisible lors de la conclusion du contrat. Donc, bien entendu, si vous avez conclu un contrat pour lequel le coût de l'énergie était déjà celui-ci et pour lequel il y avait déjà les raisons pour lesquelles le coût de l'énergie a augmenté qui étaient présentes, là, vous avez effectivement une impossibilité de mettre en place cette révision judiciaire. On revient sur la question du critère de l'imprévisibilité. C'est l'événement qui a une importance capitale, d'accord? Donc, c'est un événement qui a complètement changé et chamboulé l'économie générale du contrat. Et ça, bien entendu, ce critère de l'imprévisibilité, c'est forcément une interprétation. Et à ce jour, comme je l'ai dit, c'est une règle de droit qui a été créée en 2016. On a peu de jurisprudence sur cette question-là. Donc, finalement, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de faire naître la jurisprudence et peut-être des solutions courageuses de la part de nos magistrats. Également, il faut que la survenance de l'événement imprévisible ait provoqué une exécution du contrat qui soit devenue excessivement onéreuse. D'accord? Donc là, on est typiquement dans cette situation. Vous aviez un contrat pour lequel vous payez un prix et ce prix est multiplié par 10. Là, on a un changement imprévisible parce qu'on ne pouvait pas savoir au moment où on a conclu le contrat que ça allait augmenter ainsi. Et là, on a effectivement une exécution qui est excessivement onéreuse. Donc moi, je pense à celui qui avait témoigné sur sur TPMP, qui disait que soit il payait son fournisseur d'énergie, soit il payait ses salariés. Il n'y a pas d'alternative entre les deux, donc c'était soit la faillite, soit le paiement de son fournisseur d'énergie. Donc là, on a typiquement ce qui correspond à la révision judiciaire. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut saisir le juge, discuter de tout cela devant un juge, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, le coût de l'énergie continue. En fait, la solution à ce moment-là, c'est véritablement, à mon sens, de continuer de payer une partie de la facture d'électricité, voilà, et de solliciter la révision judiciaire la révision d'abord auprès de votre fournisseur d'énergie, s'il ne peut pas devant le magistrat, parce que l'enjeu, c'est pas le coût de l'avocat, l'enjeu, c'est la fermeture et finalement la faillite de l'entreprise. Donc, la procédure, c'est pas le coût uniquement de l'avocat, c'est vraiment de lutter contre la faillite de l'entreprise. Là, encore une fois, peu de jurisprudence, on ne sait pas trop comment ça va être appliqué, mais c'est une piste de réflexion qui est quand même intéressante. La révision judiciaire, ça existe depuis 2016. Ça mérite quand même de s'y pencher avant de mettre la clé sous la porte. Voilà ce qu'il faut dire.
Le caractère excessivement onéreux, bien entendu, s'apprécie au regard de l'équilibre initialement convenu. Donc, si vous payez déjà un prix astronomique, si l'augmentation du prix est importante, mais que ce n'est pas excessivement important par rapport à ce qu'il était initialement, ça ne marche pas, bien entendu. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une appréciation au cas par cas. Voilà ce qu'on peut dire. Quatrième piste, donc vous l'avez compris, d'abord la première piste, j'exécute mon contrat. La deuxième piste, je demande la révision du contrat. La troisième piste, j'ai une clause du contrat, je demande l'application du contrat. La quatrième piste, je demande la révision auprès d'un juge, la révision judiciaire. La cinquième piste, la question du contrat d'adhésion. Alors, c'est quoi le contrat d'adhésion? Eh bien, il faut aller lire la définition qui est prévue à l'article 1110 du Code civil. Encore une fois, Pierrick, je vais te mettre les dispositions ici. Tu vas avoir la possibilité comme ça de pouvoir la diffuser. Vous avez donc un article 1110 du Code civil qui vous donne la définition de ce qu'est un contrat d'adhésion. On retient que le contrat d'adhésion, c'est un contrat pour lequel vous n'avez pas votre mot à dire dans le contenu de son contrat. Vous ne pouvez seulement qu'adhérer à ce contrat. Donc, c'est typiquement les contrats de fournisseurs d'énergie. Ils vous fournissent les conditions générales et les conditions particulières, et on ne peut pas discuter des modalités d'application de ce contrat. Donc, vous avez une adhésion globale au contrat qui intervient. C'est ça, donc, le principe du contrat d'adhésion. Vous êtes nécessairement tenu par les conditions générales du contrat et vous ne pouvez pas soumettre ces conditions à la négociation. Voilà. Typiquement, le contrat effectivement d'énergie. Vous avez un autre article qui s'appelle l'article 1171 du Code civil. Voilà, donc tu as le contrat d'adhésion qui est défini à l'article 1110. Je vous mets donc comme d'habitude à l'écran et tout ce que je viens de diffuser à l'écran, vous le retrouvez en commentaire avec les liens directs vers ces articles. Merci encore. Merci à toi, Pierrick. Je te mets donc l'article 1171 parce que c'est ici que réside la solution que je propose. L'article 1171 du Code civil nous dit quoi? Il nous dit que dans ce type de contrat, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont réputées non écrites. Là, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Il faut lire en fait le contrat de fournisseur d'énergie que vous avez. Si ce contrat prévoit qu'une clause de révision du prix dépend par exemple des marchés financiers, dépend d'un certain nombre de critères, et que ces éléments créent un déséquilibre significatif, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez demander à ce qu'on écarte cette clause. Donc à ce qu'on revienne à une négociation du prix. Donc là, vous reprenez la main sur votre destin parce que vous pouvez de nouveau discuter du prix. Alors attention, par déséquilibre significatif, cela ne concerne pas l'adéquation du prix à la prestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déséquilibre significatif ne protège pas des mauvaises affaires. C'est ça que ça veut dire. Donc ce n'est pas le prix de la prestation et le coût réel de cette prestation qui est mis en jeu. Le déséquilibre significatif, c'est vraiment la circonstance selon laquelle l'exécution du contrat va rendre quasiment impossible dans les faits la continuité de ce contrat. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Encore une fois, ce sont des dispositions récentes de 2016. La jurisprudence est encore très fluctuante et très récente, donc c'est difficile de savoir un petit peu à l'avance ce qu'il en est, sachant qu'il y a vraiment une discussion encore sur c'est quoi véritablement le déséquilibre significatif et bien entendu l'application du contrat d'adhésion à des TPE, PME. Parce que là, encore une fois, il y a des dispositions qui sont dans le code de commerce qui peuvent être appliquées et dans ce cas-là, on ne sait pas trop quel est le champ d'application de chacune de ces dispositions. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, je tiens vraiment à le dire, il n'y a pas de solution miracle. La seule certitude qu'il faut avoir, c'est que de ne rien faire sera pire que de tenter de justement empêcher la faillite de vos entreprises. C'est vraiment ça qu'il faut tenter de se rappeler. Alors bien entendu, toutes les solutions que j'ai données là, elles s'appliquent aussi aux particuliers. Hein, c'est évident, il n'y a pas de débat là-dessus, hein, c'est évident que ça s'applique aussi aux particuliers. Donc, ça sera une autre appréciation, mais c'est intéressant aussi pour les particuliers. La sixième solution, c'est la force majeure. Alors, c'est quoi la force majeure? Là, ici, c'est l'article 1218 du Code civil. Alors, je sais qu'on donne beaucoup d'articles, mais vous l'avez compris, l'objectif, c'est de permettre à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un avocat, eh bien, de pouvoir écrire leur courrier recommandé en invoquant ces dispositions qu'on a vues ensemble. C'est vraiment l'intérêt de cette émission, c'est de vous donner de l'argumentaire juridique que vous allez pouvoir utiliser pour préserver vos droits et vos libertés fondamentales. Rappelons-le encore, ce sont des libertés fondamentales. Donc, je t'ai mis l'article juridique en chat privé. Pierrick, si tu veux nous le diffuser à l'écran, ça serait parfait. On ne t'entend plus, Pierrick.
Je faisais ça de suite. C'est bon, tu l'as à l'écran et vous l'avez en commentaire également. C'est parfait, merci Pierrick. Donc, on peut retenir, c'est qu'effectivement, il doit s'agir d'un événement qui est imprévisible et insurmontable. D'accord ? Lorsqu'un événement échappe au contrôle du débiteur, lequel il ne pouvait pas raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat, c'est important, on va revenir dessus, et dont les effets ne peuvent pas être évités, vous ne pouvez pas faire autrement, par des mesures appropriées, eh bien, vous pouvez invoquer la force majeure parce que vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter votre obligation. Voilà, c'est ça qu'il faut effectivement retenir. L'imprévisibilité doit être caractérisée, bien entendu, au jour de la conclusion du contrat. Donc, si vous avez conclu un contrat en 2018-2019, bon, on ne pouvait pas prévoir, d'une part, la guerre en Ukraine, on ne pouvait pas prévoir l'augmentation du coût de l'énergie, et on ne pouvait pas prévoir que ça allait être multiplié par 10 par rapport au coût qui était alors en vigueur à cette époque. Donc, on est effectivement dans l'imprévisibilité. A priori, encore une fois, il y aura toujours une marge d'appréciation de la part du juge qui va pouvoir interpréter. Également, l'événement doit être insurmontable. Donc, si c'est juste une impossibilité qui est momentanée, alors vous ne serez pas libéré totalement et définitivement de votre obligation. Et là, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une impossibilité qui est temporaire. Parce que si on revient à des tarifs qui sont raisonnables et qui correspondaient à ce qui existait auparavant, dans ce cas-là, on peut reprendre l'exécution de l'obligation. L'intérêt d'argumenter et d'invoquer la force majeure, c'est d'échapper à toute obligation et d'être déchargé totalement de l'exécution de votre obligation. Et ça, bien entendu, à proportion du coût de l'augmentation. Donc là, ce qu'il faudrait essayer de réussir à faire avec un juge, tenter de solliciter la force majeure, continuer d'exécuter le contrat quand même dans les conditions antérieures, et parallèlement tenter d'obtenir cette décharge totale ou partielle, en tout cas, du coût substantiel qui a été ajouté par ce dérèglement total de cette spéculation financière sur le marché de l'énergie. Donc, en résumé, il existe 6 solutions qui peuvent être invoquées et opposées à vos fournisseurs d'énergie. Donc aujourd'hui, ne rien faire est un choix et non une fatalité. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'on a des questions à ce stade, Pierrick, avant que j'entame notre deuxième partie d'émission? Non, on a eu quelques commentaires, mais pas de questions en tant que telles. D'accord. N'hésite pas à faire diffuser les commentaires, hein, ça peut être important de mettre en avant vos participations. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous écouter. Merci à tous de commenter l'émission. Si vous avez des questions pertinentes, faites-en profiter les autres. Ça permettra de donner des réponses efficaces. Essayez aussi de partager cette vidéo parce qu'encore une fois, je trouve très peu de littérature sur le sujet, alors que très concrètement, on a des sociétés qui aujourd'hui, des entreprises TPE, PME, qui, à mon sens, seraient en tout cas intéressées par avoir ce type d'informations. Essayez de nous donner de la visibilité, hein, ça pourrait effectivement les aider, nous aider également à pouvoir les accompagner dans leur démarche. Donc vraiment, c'est très important à vous de pouvoir partager, vous abonner et de liker la petite vidéo si vous trouvez que les informations que nous donnons sont intéressantes. En tout cas, je trouve qu'elles sortent un peu des solutions et des articles que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, où la presse notamment donne le sentiment d'une certaine fatalité. C'est finalement l'augmentation des tarifs de l'électricité ou la faillite. Entre les deux, il n'existe rien. Non, c'est tout l'objet de cette émission. Il existe des choses. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà, très concrètement. Alors, la deuxième partie de cette émission, je vais m'intéresser justement au rôle de l'État et notamment à sa question de la responsabilité de l'État dans cette situation. Alors, pour les particuliers, pour répondre à Simpleman, c'était une question. Bien entendu, les solutions sont exactement les mêmes. Donc, les 6 solutions que j'ai données, ce sont exactement les mêmes pour les particuliers. Là où il y aura peut-être une difficulté, c'est de démontrer que par le règlement, l'exécution de votre obligation, à savoir le paiement du coût de l'énergie, vous vous mettez dans une situation effectivement insupportable économiquement et humainement. Donc, si vous arrivez à démontrer ça, bien entendu, vous pourrez obtenir quelque chose. On a vu un commentaire David contre Goliath. Alors oui, effectivement, David contre Goliath. On est contre des fournisseurs d'énergie. Ils peuvent effectivement décider de réduire votre énergie, donc votre capacité d'énergie, ce qui, encore une fois, peut être très problématique. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Voilà. Il faut faire le comparatif entre je ne fais rien et je fais quelque chose. Voilà. Si vous trouvez qu'en faisant quelque chose, c'est mieux, vous faites quelque chose. Si vous savez qu'effectivement les carottes sont cuites, il faut s'arrêter, arrêtez-vous. Voilà, effectivement, ça a été le choix de beaucoup de TPE, PME qu'on dit je mets la clé sous la porte. Mais quoi qu'il en soit, pour tous les autres, si vous pensez qu'il reste de l'espoir, faites quelque chose. Voilà. Vous avez cette responsabilité de faire quelque chose.
Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à la question de la responsabilité de l'État. Comme vous le savez, le marché de l'énergie, c'est un marché européen. Et l'État français a décidé de se maintenir dans ce marché de l'Union européenne en matière d'énergie, là où d'autres États ont décidé d'en sortir. Alors, peut-on invoquer le bloc de constitutionnalité pour faire valoir ses droits? Le prix de l'accès à l'énergie conditionnant l'accès à l'exercice d'une activité. Alors, bien entendu, oui, on peut invoquer le bloc de constitutionnalité. Pour rappel, qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité? En fait, ce sont l'ensemble des textes à valeur constitutionnelle, lesquels sont la Constitution de 58, le préambule de la Constitution de 46, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces 5 textes permettent d'être invoqués dans n'importe quel contentieux, tant à l'égard des particuliers que de l'administration, parce qu'ils ont l'obligation en fait de respecter ces principes. Petite difficulté ici, avant qu'on évoque la question de la responsabilité de l'État, on est dans un contentieux de droit privé, c'est-à-dire entre un fournisseur d'énergie qui est une entreprise privée et un particulier, soit personne physique, un particulier véritablement, soit une TPE-PME, personne morale. Mais quoi qu'il en soit, bien entendu, on peut invoquer ces éléments. Maintenant, il faudrait se pencher véritablement sur les arguments juridiques qu'on pourrait mettre en avant. Là, encore une fois, c'est vraiment des arguments un peu bruts de décoffrage, et vraiment en réfléchissant de manière très objective et très neutre. Mais bien entendu, ça n'exonère pas de faire une analyse fine et beaucoup plus précise pour des contrats particuliers, dans des situations particulières à l'égard de sociétés ou de particuliers. Donc, bien entendu, ce sera certainement des arguments à mettre en avant. Maintenant, faudrait-il encore être sollicité par ce type de contentieux pour pouvoir aller un peu plus loin sur les questions. Encore une fois, là, ici, on parle vraiment de manière objective, c'est-à-dire vraiment de manière sans aucune appréciation très concrète de la situation de quelqu'un. Donc, pour ça, il faudra faire une analyse plus précise. Revenons donc sur la question de la responsabilité de l'État. L'État a fait le choix, très volontairement, de ne pas quitter le marché de l'énergie et de donner des aides publiques, encore une fois, des chèques énergie, chèques qui vont amortir une partie du coût de l'augmentation, mais qui ne vont en aucun cas l'empêcher, ni même l'amoindrir significativement. Vous prenez 40% du coût de l'augmentation, ça veut dire qu'il en reste 60% à votre charge. Donc, dans tous les cas, vous allez payer plus. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire? Eh bien, d'abord, il est possible d'envisager d'engager la responsabilité de l'État pour faute en raison de son inaction ayant conduit à la réalisation d'un dommage direct et certain à l'égard des entreprises TPE-PME. Donc ça, ce serait la première possibilité. Il faudrait donc, à ce niveau-là, savoir si l'État avait l'obligation de sortir de ce marché de l'énergie. Et là, encore une fois, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que ça fait partie finalement de la libre appréciation, de l'opportunité du gouvernement et de l'État d'appliquer une certaine politique. Il peut y avoir des arguments d'intérêt général qui pourraient être invoqués et qui pourraient conduire à considérer qu'il n'y a pas de faute et que l'État était tout à fait libre, soit de rester dans le marché commun, soit de donner des aides, soit effectivement de sortir du marché commun et de ne pas donner des aides. Donc, quoi qu'il en soit, il m'apparaît difficile d'attendre d'un juge qu'il juge d'un choix qui est totalement politique et opportun. Donc, en vérité, la véritable sanction, elle sera davantage politique. C'est-à-dire une non-réélection, par exemple, des membres du gouvernement ou du président de la République. En tout cas, c'est ça qui serait une potentielle sanction. Donc, la question de l'obligation d'agir de l'État, elle est, encore une fois, incertaine. Quoi qu'il en soit, si un jour on était amené à engager la responsabilité de l'État, ça serait un argument à soulever. Parce que, véritablement, il n'est pas moins sûr que l'État ait trouvé une solution qui soit meilleure que celle de sortir du marché de l'Union européenne, notamment du marché de l'énergie. La deuxième question, c'est l'obligation sans faute de l'État. Donc là, on est dans une hypothèse où l'État ne commet pas une faute en ne sortant pas du marché de l'énergie. Cependant, par son inaction, il a entraîné un dommage qui était anormal et spécial. Je m'explique. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de démontrer une faute, le juge vous donne une facilité pour engager la responsabilité de l'État. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'il prend d'une main, lorsqu'il donne d'une main, il le reprend d'une deuxième. Et là, c'est véritablement ce qui se passe. La jurisprudence administrative exige, lorsque vous ne devez pas démontrer la faute, lorsque ce n'est pas nécessaire de démontrer la faute,
ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faute, hein. C'est différent, c'est juste qu'elle n'est pas déterminante. Eh bien, vous devez rapporter la preuve que votre préjudice résultant de cette inaction ou de cette action non fautive ou fautive vous a causé un préjudice qui était anormal et spécial. Il est anormal parce qu'il dépasse ce que les inconvénients de la vie en société sont supposés normalement entraîner. Ça, c'est la première solution. Ça, c'est donc la condition d'anormalité. La deuxième chose, il est spécial parce qu'il concerne une catégorie de personnes. Ici, c'est notamment les TPE-PME et notamment les entreprises particulièrement énergivores. On pense ici notamment aux boulangeries et aux restaurants qui sont effectivement des établissements qui vont impliquer une consommation d'énergie beaucoup plus importante que d'autres établissements. Et donc, dans ce cas-là, si vous démontrez que vous remplissez ces deux conditions, anormalité et spécialité, eh bien, vous pouvez obtenir la condamnation de l'État au règlement de la réparation de votre préjudice lorsque son inaction ou son action, bien que non fautive, vous a entraîné ce préjudice. Donc ça, ce serait la deuxième possibilité qui existerait. Encore une fois, on n'a pas fait d'action sur ce truc-là, donc difficile de dire si on pourrait gagner. Et en fait, si un jour on était mandaté sur cette question-là, il faudrait se poser la question, quel est le coût de l'inaction de la part des entreprises? Est-ce que c'est plus avantageux pour elles de continuer de payer et d'attendre tranquillement que la situation change, ou est-ce qu'au contraire, l'inaction allant entraîner nécessairement la faillite et donc des situations très graves, l'action en responsabilité pourrait apporter de l'espoir et potentiellement la possibilité, d'une part, de mettre la pression sur le gouvernement, qui pourrait se dire, bon, on a une série de recours en justice qui pourrait entraîner une condamnation. D'autre part, peut-être d'avoir une solution qui serait effectivement très intéressante. Parce que si demain le Conseil d'État dit oui, il y a une faute de la part de l'État et il doit vous indemniser, ça veut dire que potentiellement, il y a la prise en charge non pas de 40%, mais de 100% du coût de l'augmentation. Ce qui, soit 100%, c'est toujours mieux que 40%. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Mais là, encore une fois, je le dis, je le précise, on ne vend pas du rêve. Il n'y a pas de solution miracle. On ne sait pas si ces solutions fonctionneraient. Mais la pire chose qu'on pourrait nous reprocher, à nous, notamment les avocats, c'est de ne jamais avoir, ne serait-ce proposé ces solutions. Parce que moi, encore une fois, je le rappelle souvent, mes clients peuvent me dire oui ou non à mes actions. Pas de souci, je propose des solutions, des actions juridiques, et ils peuvent me dire oui ou non. Là où ils pourraient m'en vouloir, c'est alors que je savais qu'il existait des actions, je n'ai rien proposé. Et ça, par contre, c'est très problématique parce que vous engagez votre responsabilité en tant qu'avocat. Vous devez proposer des solutions lorsqu'elles sont de nature à permettre une amélioration de la situation de votre client. Donc nous, aujourd'hui, c'est concrètement ce qu'on propose à nos entrepreneurs TPE, PME qu'on accompagne au sein du cabinet. Pour l'instant, ils sont en phase de réflexion, mais quoi qu'il en soit, d'avoir un petit peu travaillé sur la question, d'avoir un petit peu exposé ces arguments, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est déconnant. Ce n'est pas quelque chose qui ne serait pas susceptible de nous donner gain de cause. Bon, voilà à peu près ce que je pouvais dire. J'ai déjà parlé assez longuement, c'est 43 minutes. Pierrick, s'il y a des questions, on va procéder à la réponse à ces questions. Et puis, si jamais on n'a pas de questions, je propose qu'on clôture cette émission. Eh bien, écoute, j'en ai pas spécialement vu parce que, alors, on a mis donc les commentaires. Je pense que là, du coup, en fait, d'une manière synthétique, parce que certains se demandaient comment on fait. Alors, de toute façon, comme tu disais, il n'y a pas de solution miracle. Là, ce que peut faire, ça peut être toi ou d'autres, c'est que des citoyens, enfin des chefs d'entreprise, voire des citoyens, parce qu'on a parlé des particuliers tout à l'heure, puissent venir saisir un cabinet d'avocats pour attaquer, entre guillemets, au nom des éléments, pour voir ce qui serait faisable dans leur situation par rapport à leur contrat ou par rapport à l'État. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il faut aller voir un avocat. Dans tous les cas, il faut aller voir un avocat. Bon, ça peut être moi, ça peut être n'importe quel autre avocat. S'ils ont un avocat habituel, il faut aller le voir. Il faut aller le voir et il faut lui demander de mettre sur la table toutes les solutions. Et toutes les solutions, c'est ça que je viens d'évoquer. Et à partir de ce moment-là, la première stratégie à mettre en place, c'est un courrier. Un courrier de mise en demeure pour demander la réévaluation du prix de l'énergie, parce qu'on ne peut pas augmenter x10 le coût d'une prestation alors que le service qui est rendu est le même. Pas possible. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si ça ne suffit pas, dans ce cas-là, c'est un recours en justice. Assignation, tribunal de commerce ou tribunal judiciaire si c'est un particulier. Et là, on déboule l'ensemble des arguments et on essaie de trouver une solution. Parce que, encore une fois, ne rien faire est peut-être la pire des situations.
Voilà. Donc, soit effectivement les TPE, PME aux particuliers se disent je paie l'augmentation et puis bon, ça me va quand même, très bien, c'est une solution. J'ai l'impression que c'est la solution qui a été envisagée par bon nombre d'entre eux. Soit la deuxième solution, c'est de dire c'est inadmissible. C'est inadmissible parce qu'ils l'ont fait là aujourd'hui pour la crise en Ukraine, ils le feront demain pour une autre crise, parce que les crises s'enchaînent. Mais en fait, d'une crise à une autre, eh bien, il y a toujours des gens qui profitent de cette crise et qui s'enrichissent sur le dos de cette crise. Donc, à un moment donné, c'est pas concevable que ce soit toujours les mêmes qui payent. Et ne rien faire, c'est la certitude que les choses ne changeront pas. Voilà. Ok. D'ailleurs, je repose une petite question parce qu'on en a déjà abordé ensemble par rapport à ce sujet. À ton avis, donc des professionnels, ils ont pratiquement tous, je suppose que beaucoup ont une protection juridique. Est-ce que là, pour aller voir un avocat, un juriste ou autre, est-ce que cette protection juridique, alors je suppose qu'il faut lire les clauses du contrat, encore une fois, de la protection juridique, évidemment. Est-ce que tu penses que ces protections juridiques peuvent permettre donc, il faut prendre contact avec la protection Oui, bien juridique. sûr, bien sûr, non, mais bien sûr. Il faut prendre contact effectivement avec la protection juridique qui dit si ça rentre ou pas en lien avec le contrat. Et à partir de ce moment-là, si elle vous dit oui, vous avez soit un avocat du réseau de la protection juridique, soit l'avocat de votre choix, qui est dont les frais sont pris en charge selon un barème par la protection juridique. Voilà. Donc, effectivement, solliciter sa protection juridique, c'est déjà une première étape pour essayer de voir s'il y a une solution qui serait envisageable. Parfois même, les protections juridiques proposent de mettre à disposition des juristes pour rédiger tout ce qui est recours préalable, courrier de mise en demeure. Donc on voit même parfois ça pourrait ne même pas coûter le coût d'un avocat. Donc, il y a quand même cette possibilité-là qui est envisageable et envisagée. Ok. Écoute, j'ai pas spécialement moi de questions d'autres particulières. Je refais un petit point, je remonte. Pardon, j'avais pas vu cette question de Pascal Humeau à 20h46. Est-ce que ça te parle? Je ne connais pas. La solution de Antigone qui propose de payer sur le prix d'avant l'augmentation. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est Oui, quelque chose... c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez pas arrêter totalement d'exécuter le contrat. Okay. Ça, c'est pas ce qu'on conseille. Donc la solution qui serait proposée, c'est de dire qu'on continue de payer ce qu'on payait auparavant et parallèlement on négocie pour l'augmentation qu'il pourrait avoir. Et à défaut d'accord amiable, vous saisissez un juge et vous démontrez votre bonne foi, la bonne foi contractuelle, en continuant de régler les prestations dans les conditions antérieures ou peut-être un peu plus. Ça, après, c'est vous qui envisagez en fonction de vos possibilités financières. Mais en tout cas, si vous démontrez à un juge que de payer l'intégralité du coût de l'énergie, en fait, c'est la faillite assurée, et que vous avez démontré que vous avez fait votre maximum pour régler le plus possible vos factures d'énergie, dans ce cas-là, effectivement, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes légitime à demander une révision judiciaire du prix de ces prestations de facture d'énergie. Donc moi, je suis impatient de voir un peu la jurisprudence parce que je pense que c'est un peu comme les restaurateurs qui avaient engagé la responsabilité de leur compagnie d'assurance lorsqu'on a eu les fermetures administratives pour cause de crise sanitaire. Ceux qui n'ont rien fait n'ont rien eu, ceux qui ont fait ont eu des choses, parfois dans des proportions très intéressantes. Et donc, par conséquent, c'est la démonstration que si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Voilà, c'est tout. Je repose une petite question de 20h45 de Claudie Z. Ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que c'est une bonne solution pour les particuliers entreprises de se regrouper? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un potentiel intérêt? Est-ce que des professionnels se regroupent et voire éventuellement avec des... Oui. De toute façon, en matière de négociation, c'est un rapport de force. Si demain, vous êtes une majorité à ne pas payer le coût de l'énergie et l'augmentation, ils vont faire quoi? Ce sont des entreprises privées, je rappelle. C'est des entreprises privées. C'est pas l'État. Ils ne vont pas vous saisir directement sur vos comptes. S'ils le font, c'est une procédure qui est très longue, ça va employer des frais. Croyez-moi que si effectivement vous êtes nombreux à engager ce rapport de force, je ne suis pas certain que ces entreprises privées pourraient l'emporter. Okay. D'accord. Je regarde, je ne vois pas spécialement d'autres questions. On en est à bientôt, on est à 50 minutes d'émission. Pour une fois, on arrive à tenir nos moins d'une heure. Écoute, je te propose qu'on en reste là pour ce sujet. Alors, juste une remarque, là, j'ai vu que quelqu'un dans les commentaires nous dit les protections juridiques avaient refusé pour les soignants suspendus. Alors, encore une fois, c'est pas du tout la même situation. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit non sur un type de recours qu'on vous dira non tout le temps. Il faut vraiment regarder votre contrat de protection juridique. Mais encore une fois, si vous ne demandez pas, la réponse, c'est certainement, c'est sûr, c'est non. Donc, le seul risque que vous prenez lorsque vous demandez, c'est un oui. Donc, il faut vraiment essayer d'être un peu moins pessimiste et
N'oubliez pas, la chance sourit aux audacieux. Ok, très bien. Je vois. Alors, Agnès Claret qui nous pose la question, à qui vous envoyez mon courrier en tant qu'usager? Bien là, il faut regarder votre contrat de fournisseur d'énergie. Dedans, vous avez nécessairement les coordonnées du service financier ou de la société avec laquelle vous avez souscrit. Si vous ne trouvez pas le nom de la société, il suffit simplement de prendre le nom commercial et d'aller regarder sur Internet sur société.com. Et normalement, sur les factures d'énergie, vous devez retrouver le numéro de SIRET et l'adresse postale de la société. Donc, vous retrouverez toujours à chaque fois, bien entendu, les coordonnées postales de cette dernière. Pensez à faire un recommandé, pensez à garder une copie du courrier recommandé, s'il vous plaît, pensez-y, c'est quand même pas rien. Et le plus simple, c'est l'avocat. Concrètement, là, ça a un effet psychologique un peu supplémentaire, et surtout, vous êtes sûr que vous démarrez, si jamais vous souhaitez aller par la suite sur un contentieux, vous démarrez tout de suite sur des très bonnes bases. Donc, d'une manière globale, si je résume bien, donc plusieurs solutions pour les professionnels, tu en as décrit 6. Ensuite, éventuellement, solutions potentielles qui pourraient permettre d'écrire notamment à notre fournisseur d'électricité. Éventuellement, des recours possibles, des requêtes possibles auprès de l'État que tu nous as détaillé également. Donc, déjà dans la démarche, ce serait que ce soit particulier ou professionnel, ce qui pourrait être pertinent, c'est tout de suite, si vous avez un contrat de protection juridique, c'est regarder votre contrat, appeler votre protection juridique, savoir si déjà vous êtes, entre guillemets, couvert ou non pour ce risque, si vous pouvez choisir votre avocat ou s'il est, entre guillemets, fourni par votre contrat. Et ensuite, on vous recommande donc de vous adresser soit à un juriste, enfin notamment un avocat, pour faire vos démarches, histoire que ce soit le plus juste et le plus conforme possible pour avoir le maximum de chances de gagner. Mais rien ne vous empêche, on est bien d'accord, encore une fois, d'envoyer directement vos courriers en lettres recommandées avec accusé de réception directement au fournisseur. Il y a une question qui est posée par Françoise Delansley. Je pense que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Les mails sont-ils valables? Alors, en principe, oui, les mails sont valables. Le problème, c'est qu'on peut toujours prétexter qu'on n'a jamais reçu ce mail. L'avantage, si derrière vous devez saisir un juge, c'est qu'en démontrant que vous avez envoyé un courrier recommandé, on a la certitude que le courrier a été adressé. De plus, si le courrier n'a effectivement jamais été récupéré par l'entreprise et que c'était bien sa bonne adresse, eh bien, vous démontrez que vous avez préalablement tenté d'adresser une demande de révision du prix. Et cela, vous rentrez dans les conditions, finalement, de recevabilité d'une action en justice. Donc, c'est important, privilégier le recommandé plutôt que le mail, même si le mail, bien sûr, est valable. L'intérêt, c'est quand même d'avoir une discussion, en fait, avec votre fournisseur d'énergie. On a vu également serons-nous tenus au courant du nombre de procédures engagées? Oui. Ça va dépendre. Moi, je peux tenir au courant des procédures qui sont engagées via mon cabinet. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup de la diffusion de cette vidéo auprès d'une communauté de personnes intéressées. Moi, j'ai quelques TPE, PME, mais très souvent, en fait, ils ne sont pas spécialement impactés par ces mesures. Donc, ça, pour l'instant, ils ne sont pas forcément hyper enclins à engager une tel type de procédure. Mais si demain, effectivement, on a un collectif de restaurateurs ou d'autres personnes impactées qui viennent nous saisir, ça permettrait de savoir un peu plus, d'avoir un poids en tout cas qui serait intéressant. Et là, bien entendu, je communiquerai sur les arguments qui auront été soulevés, les négociations qu'on aurait pu avoir et les résultats de ces actions juridiques. Bien entendu, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette émission, c'est de participer à la diffusion d'informations juridiques pour que des recours et même d'autres confrères s'emparent de ces sujets-là. Donc, merci pour la question. Alors, quand la société est italienne, Caro Betty, 20h52, que faire quand la société est italienne? Alors, normalement, quand la société est italienne, elle a toujours un siège social en France, ne serait-ce que pour recevoir les courriers. Donc, encore une fois, il faut taper sur société.com et vous aurez nécessairement une adresse postale en France pour pouvoir lui adresser vos demandes. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, il y avait une question, notamment juste avant, sur va-t-on subir une augmentation des télécoms? Alors, je me permets, je sais pas, enfin moi pour ma part, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas si tu as vu des éléments dans ce sens. Non, c'est difficile de savoir. Après, c'est pas impossible, oui. Je sais pas, c'est pas impossible, mais là, encore une fois, là, ça serait un peu une boule de cristal, et c'est vrai qu'on va essayer plutôt de parler de choses concrètes, un problème à la fois. Aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie, c'est très concret, c'est très palpable. Voilà, là, c'est périr ou combattre, il faut choisir. J'espère que ici, ce sont des combattants que nous avons et non pas des âmes résignées. J'espère que nos émissions redonnent quand même un peu de l'espoir parce que, encore une fois, la certitude de la défaite, c'est surtout de ne rien faire.
Il y avait Philippe Porto. Alors, je pense que ce commentaire, c'est suite à l'échange, que la réponse que tu as répondu, tu sais, concernant les mails, Ouais. si le mail était valable. Alors, recommandé, Non, moi, ce que je fais au cabinet, c'est que je fais partir les courriers recommandés via l'application et la plateforme laposte.fr. Parce que vous avez un certificat d'authenticité du dépôt qui vous est délivré. Donc, vous avez le certificat de dépôt, l'accusé-réception et le certificat d'authenticité. Donc, ça veut dire que la Poste atteste et authentifie que le courrier qui a été adressé, c'est bien celui qui est présent sur l'application. Donc, ça, c'est très pratique. Ça permet d'éviter justement de dire j'ai reçu un courrier, oui, mais il n'y avait pas ce recommandé dedans. Voilà. Mais en général, c'est jamais invoqué, ça. Hein. Voilà. C'est à l'autre de démontrer que c'est pas ce courrier-là qu'il a reçu. Donc, vous démontrez que vous avez un courrier avec un recommandé. Vous mettez le numéro de votre recommandé, vous gardez une copie du recommandé, et il revient ensuite à l'autre de démontrer que ce n'est pas le courrier qu'il a reçu. Voilà. Ok. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, je n'ai pas spécialement d'autres questions. Ce que je te propose, c'est qu'on clôture ici. On est à 56 minutes. Est-ce que tu veux adresser un dernier petit mot, David ? Non, juste merci à tous d'avoir été aussi nombreux encore ce soir. Pensez à commenter, à partager, à diffuser. C'est important que les informations qu'on a évoquées ce soir puissent circuler, parce que ça concerne tout le monde, les particuliers, les TPE, les PME, et que, encore une fois, moi je reste persuadé qu'il y a des gens qui sont sans solution, qui veulent agir et qui aujourd'hui seraient effectivement ravis d'avoir ces informations. Donc moi vraiment, je compte sur cette communauté solidaire qui nous suit toutes les semaines pour diffuser au maximum cette vidéo, parce que je pense que raisonnablement, il y a des gens qui nous en voudraient de ne pas avoir découvert notre vidéo plus tôt. Donc c'est du travail, on a préparé l'émission en amont. Il faut que ça serve. Voilà. Ces informations juridiques, elles doivent servir, il faut les faire diffuser. Donc, je vous remercie à tous de partager, de diffuser, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas, on se retrouve toutes les semaines, lundi soir à 20h pour l'émission Justice citoyenne. Voilà. Merci tout le monde en tout cas. Voilà, pensez à partager, à liker, à vous abonner aux chaînes Facebook et YouTube. Voilà, les deux, si c'est possible. En fait, c'est comme ça que l'on va augmenter un petit peu la diffusion. Vous avez vu, donc David Guyon fait également des vidéos régulières, même également en semaine, notamment sur différents sujets juridiques qui sont très intéressants. Je vous rappelle que tous ces éléments sont des mines d'or. Hein, on s'est presque habitué dans cette crise à avoir comme ça à portée de main des avocats qui nous répondent sur un ensemble de sujets. Habituellement, je tiens quand même à rappeler, ce n'est pas pour te mousser, David, mais je vous rappelle qu'habituellement, enfin même encore actuellement, hein, tout ce qui est conseil juridique, c'est des services payants. Donc là, on a vraiment quelque chose justement accessible. Vous avez vu là, en moins d'une heure, celui qui se pose des questions, il a pratiquement toutes les solutions, enfin toutes les pistes potentiellement qui lui sont expliquées. Donc, balancez ça éventuellement aux entrepreneurs que vous connaissez, aux particuliers, à tous les petits chefs d'entreprise, aux boulangers que vous connaissez, pour leur dire, voilà, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe des choses, parce qu'on ne connaît pas le droit, et des fois, on en oublie nos droits, justement. Voilà pour ça. Et encore une fois, pour finir, parce que c'est bon, les gens vont dire, oui, mais diffuser, après, ça veut dire que ça a coûté de l'argent. Alors, n'oubliez pas, les informations, c'est gratuit. Hein. Là, tout ce qu'on vient de se dire, c'est gratuit. Et ça mérite effectivement d'être diffusé. Après, forcément, le service d'un avocat sera payant, et ça, c'est une certitude, on le sait. Mais ces informations-là, elles sont à libre disposition et il faut les utiliser. Donc, diffuser, c'est gratuit, n'oubliez pas. Voilà, en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je me permets, David, je prends juste quelques secondes. Avec le collectif Libertad, moi, j'organisais des lives de manière régulière. On a repris là un petit peu. Donc, ce mercredi 18 janvier à 20h30, ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait d'autres lives sur des thématiques. Je fais un live, donc j'accueille Momochi, où on va parler des Twitter Files. Vous savez, tout ce qui est sorti, notamment ce qui a fait sortir notamment Elon Musk. On en parle donc mercredi soir avec Momochi qui a analysé pas mal tous ces Twitter Files justement pour voir qu'est-ce qu'il en ressort de manière factuelle, encore une fois, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Momochi, c'est qu'elle fait un énorme travail de vérification parce qu'il y a plein d'informations farfelues qui circulent, vous savez, sur les réseaux. Et elle, en amont, fait un travail énormissime de recherche pour vérifier les éléments, pour voir s'il y a assez quand même sourcé et pour avoir quelque chose de constitutif. Donc, on en parle mercredi soir sur les chaînes du collectif Libertad, Facebook, chaîne YouTube, notre compte Common Core. Et puis, on se retrouve mercredi, sinon pour les autres également. Donc, pensez bien, lundi prochain, 20h, avec David Guyon sur les chaînes habituelles. Passez une bonne soirée tout le monde. À bientôt.